Je vous propose de commencer. On a déjà perdu quelques minutes qui seront précieuses à la fin de cette session. C'est une question essentielle, brûlante, qu'on va aborder dans cette session numéro 17, qui commence maintenant. L'intitulé un peu piégeux à prononcer, réindustrialiser, point d'exclamation, il est temps. Voilà l'intitulé de cette table ronde. Je m'appelle Philippe Lefébure, je suis journaliste à France Inter. C'est moi qui vais animer ce débat, autrement dit, être impitoyable sur le respect du temps de parole. C'est à peu près le rôle essentiel qui m'est donné. C'est Christian Saint-Étienne, membre du Cercle des économistes, qui a coordonné la préparation de cette session. Je vous présenterai dans un instant les intervenants, mais je cède la parole, comme c'est la tradition, donc aux membres du Cercle pour présenter, mettre en perspective notre débat. Christian Saint-Étienne, c'est à vous. Bien, merci Philippe. Donc, dans les 5 minutes qui me sont imparties, réindustrialiser, il est temps. Donc, ça peut s'entendre au niveau européen ou au niveau français. On va essayer, je pense, de traiter les deux, mais il y a quand même une vraie interrogation au niveau français, puisque, comme vous le savez, la France est dans un mouvement de désindustrialisation absolument massif. La rupture se faisant en France à partir de 98-99, puisque si on utilise 2 critères, la part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB ou la part des exportations françaises dans les exportations mondiales, il y a un point haut qui est atteint en 98-99 et au cours des 15 dernières années, donc une chute extrêmement violente, puisque la part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB baisse de 30% sur cette période 98, 99, 2012, 2013. Et donc la part de la valeur ajoutée industrielle baisse de 30% et la part des exportations françaises dans les exportations mondiales baisse de 43-44%. Donc c'est un choc d'une violence inouïe. Alors si on veut corriger des effets de l'euro et qu'on analyse la part des exportations françaises dans les exportations de la zone euro, sur la même période, 98-99 à 2012-2013, c'est une baisse d'un quart. Donc, il y a une vraie interrogation pour essayer de comprendre ce qui est à l'origine de cette violente désindustrialisation française. Est-ce que c'est une politique ou une vision française implicite ou explicite qui a laissé tomber l'industrie au nom du fait que ce qui semble dominer dans le PIB aujourd'hui, c'est l'économie de services, puisque les services, au sens des nomenclatures internationales actuelles, représentent plus de 80% du PIB, alors même que quand on regarde, au sens des nomenclatures actuelles, la part des services dans les exportations mondiales des 10 principaux pays exportateurs, elle est inférieure à 20%. Donc c'est ce qu'on peut appeler le paradoxe des 2 fois 80%. Dans les nomenclatures actuelles, les services ont plus de 80% du PIB, mais les services font moins de 20% des exportations des principaux pays développés. De même, l'industrie représente plus de 80% de la R&D des entreprises, qui est censée être au cœur de l'économie de l'innovation. Donc, dans les nomenclatures actuelles, laisser tomber l'industrie, c'est se priver de capacités de développement majeures. Alors, pourquoi j'ai dit à plusieurs reprises dans les nomenclatures actuelles ? Parce qu'il est possible qu'il y aura, dans les 5, 10, 15 années qui viennent, une restructuration totale des catégories conceptuelles de la comptabilité nationale des différents pays qui est bâtie, comme vous le savez, dans un cadre international de l'ONU. Ce que l'on observe avec la 3e révolution industrielle en cours, c'est que la distinction produits et services est en train de s'effacer progressivement. Aujourd'hui, on voit que se développent des écosystèmes dans lesquels les produits sont vendus avec les services. On en a eu une illustration tout à l'heure dans la table ronde autour de Ghosn et Attali, où la question était qui va dominer demain? Est-ce que ce sont ceux qui produisent les produits ou ceux qui produisent les services qui vont utiliser les voitures comme un élément du service? Cette interrogation, il y a déjà une réponse pour les téléphones, puisque quand vous achetez un iPhone, vous achetez tout l'écosystème d'application de l'iPhone. Et d'ailleurs, le BlackBerry est en train de mourir de ne pas avoir été capable de construire un écosystème de ce type. Donc c'est dans ce cadre-là que se pose la question de la réindustrialisation à la fois en France et en Europe, sachant que la France est le pays qui s'est le plus violemment désindustrialisé dans les 15 dernières années.
quand je vous disais que la part de la valeur ajoutée industrielle au sens des catégories actuelles de la Contanat, la part de la valeur ajoutée industrielle en France avait baissé de 30%, c'est la désindustrialisation la plus violente de tous les pays développés. Donc y a-t-il eu, encore une fois, une vision française qui a laissé tomber son industrie, qui est passée à côté de cette réalité que l'industrie reste au cœur de la compétitivité, que d'ailleurs les services qu'on vend encore à l'étranger en dehors du tourisme, ce sont des services qui sont très associés à l'industrie. Si vous voulez, vous vendez de la publicité, de l'audit ou du conseil juridique ou de l'ingénierie, si vous avez une base industrielle puissante. Donc, donc je termine par là. La question de la réindustrialisation, c'est une question importante au niveau européen, mais tous les pays européens ne se sont pas désindustrialisés au rythme de la France, et d'ailleurs l'Allemagne, comme les Pays-Bas, comme l'Autriche, comme la Finlande, se sont battus pour garder une base industrielle forte. Et puis il y a le problème spécifique français. Pourquoi cet effondrement industriel français, alors que nous avions été un des 2 pays initiateurs de la première révolution industrielle à la fin du XVIIIe, alors que nous avions été la Californie du monde de la 2e révolution industrielle? Pourquoi ce problème spécifique français et comment en sortir? Merci. Je vous présente les intervenants en partant de Christian Saint-Etienne. À vos côtés, Yves Perrier, directeur général d'Amundi. On parlera du financement de l'économie avec vous, évidemment. À vos côtés, Thierry de Montbrial, fondateur, directeur général de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Évidemment, là, on va faire des comparatifs, nous comparer la France avec le reste du monde. Bruno Lafont, on vous écoutera évidemment votre expérience PDG de Lafarge. Carlos Espinosa, vous êtes haut commissaire pour le gouvernement espagnol pour la marque Espagne, la Marca España. Vous nous direz comment l'Espagne, elle aussi, essaye de se réindustrialiser. Clara Guémard, présidente de General Electric France, vice-présidente de GE International. Vous êtes depuis le début de cette année également la présidente de la Chambre de commerce américaine en France. Puis on écoutera évidemment votre expérience d'ancienne présidente de l'Agence française pour les investissements internationaux. Didier Lombard, à mes côtés, vous êtes le président du conseil de surveillance d'ST Microelectronics. Vous avez dirigé France Télécom Orange. À vos côtés, sur votre gauche, René Ricol, président de Ricol Lastérie, ancien commissaire général à l'investissement. Et je termine avec Ramon Fernandez qui va introduire ce débat. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor. Vous avez presque 10 minutes pour introduire ce débat. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous. On a de la chance, on est dans la pièce, je comprends, qui est climatisée, donc on va pouvoir débattre dans la sérénité. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'intitulé, c'est qu'il est temps. Réindustrialiser, il est temps, donc il n'est pas trop tard. Et c'est un point qui, à mon avis, permet d'amorcer ces discussions sous des augures encourageantes. Sur le diagnostic, peut-être 2-3 commentaires par rapport à ce qu'a dit Christian Saint-Etienne sur les chiffres. Je vais revenir sur les chiffres, parce que sur le diagnostic, évidemment, si on se rate sur le diagnostic, on ne trouvera pas les remèdes qui conviennent. Sur le thème de la désindustrialisation, c'est un phénomène qui est un phénomène mondial. Si on apprécie la démondialisation comme étant la réduction de la part de la valeur ajoutée de l'industrie dans la valeur ajoutée totale. Je ne dis pas ça pour dire qu'il n'y a pas de problème. Je dis juste que c'est une évolution qui est une évolution mondiale et qui concerne aussi les économies émergentes. Dans le monde, la désindustrialisation, c'est une part de la valeur ajoutée industrielle qui passe de 25% du PIB en 1980 à 17% aujourd'hui. Le problème qu'on a, puisqu'on est en France aujourd'hui, c'est que cette évolution, elle est beaucoup plus rapide en Europe et elle est au sein de l'Europe beaucoup plus rapide en France. Donc on a effectivement en France une part de l'industrie qui, dans la valeur ajoutée, est passée de 16% en 2000 à 10% en 2011. C'est en gros les 30% qu'évoquait Christian Saint-Etienne. Donc on est passé en 10 ans de 16% à 10%, et dans le même temps, l'Allemagne, elle, se maintenait aux alentours de 22%. C'est quand même une exception. C'est que, de la même manière, quand on regarde l'évolution des coûts de production relatifs, on voit que l'Allemagne, c'est plutôt l'Allemagne l'exception que la France, bien souvent.
Mais enfin, on a un indicateur qui est préoccupant. On a un déficit commercial qui est d'ailleurs le reflet de ce phénomène, avec en 10 ans, de la même manière, une balance commerciale qui est passée de l'équilibre à un solde déficitaire de 70 milliards, et qui est pour l'essentiel en réalité imputable à l'évolution du solde industriel, puisque hors énergie, les produits industriels représentent l'essentiel de cette dégradation. Même si on regarde l'automobile, d'ailleurs, c'est un tiers de la dégradation à soi seul. Et on a un déficit vis-à-vis de nos partenaires de l'Union européenne. Les 2 tiers de notre déficit, c'est avec les pays de l'Union européenne. Donc ce n'est pas seulement un problème de compétitivité relative vis-à-vis des nouveaux acteurs émergents. Bon, est-ce que le tableau est si sombre ? Il faut le nuancer par le fait que cette évolution, on la retrouve dans d'autres pays, largement en Europe, mais aussi au niveau international. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de conventions statistiques et comptables qui durcissent le trait, puisque pendant très longtemps, par exemple, les entreprises industrielles internalisaient toute une série de fonctions qui ont été depuis externalisées. Donc on ne compte plus dans l'industrie l'informatique, le nettoyage, la communication, toutes choses qui pendant très longtemps étaient comptées dans l'industrie. Donc sans m'attarder plus sur ce point, il faut aussi relativiser quelques indicateurs que l'on peut se répéter très souvent. Le problème, il est européen. La Commission européenne a fixé un objectif de réindustrialisation, qui est de remonter cette part de l'industrie dans le PIB de 16% aujourd'hui, qui est d'ailleurs la part française, mais c'est la part moyenne de l'Union européenne, la part française à 10, à 20%, 20% en 2020. C'est un objectif qui a été endossé par un conseil compétitivité. Les observateurs critiques noteront qu'à ce stade, il n'a pas été endossé par le Conseil européen. C'est peut-être un hasard, ou peut-être que c'est le reflet du fait que certains considèrent que ce genre d'objectif doit rester à un niveau qui n'est pas le plus élevé. Ce n'est pas notre vision. C'est pas notre vision. Alors, que peut-on faire ? J'imagine que si je suis ici en tant que représentant de l'État, c'est peut-être pour vous dire le plus rapidement possible la manière dont le gouvernement considère qu'il peut agir pour enrayer cette évolution qui est préoccupante, parce que là-dessus, je rejoins complètement ce qui a été dit par Christian Saint-Etienne. Pourquoi est-ce que c'est un problème après tout, on pourrait se dire, finalement, d'autres activités prennent le relais. Non, il faut s'en préoccuper parce que l'industrie, elle exerce très clairement un effet d'entraînement sur le reste de l'économie via ses consommations intermédiaires. Elle tire la croissance des services. Si les services croissent, c'est aussi parce qu'il y a de l'industrie pour tirer la croissance des services. Elle représente, ça a été dit, 80% de l'effort de R&D, elle représente 75% de nos exportations, donc on ne peut pas se dire, après tout, l'industrie diminue, mais le terrain sera repris par d'autres. Ce serait une conclusion trop rapide. Alors que faire ? Peut-être, se dire qu'il y a de l'espace pour une forme de politique industrielle, ou en tout cas une forme de politique qui soit particulièrement attentive à l'industrie. Ce n'est pas le retour à une politique des années pompidoliennes où des grands projets, l'État était capable de se concentrer, d'identifier les projets d'avenir. C'est plus compliqué aujourd'hui, je pense, parce qu'on est aujourd'hui à un endroit que les économistes appellent la frontière technologique, c'est-à-dire qu'on n'est plus en rattrapage, on n'est plus en imitation, on est dans une situation où on doit être en avance. Et donc c'est plus complexe, et la capacité de l'État à identifier les secteurs d'avenir, les champions nationaux, est probablement un point sur lequel il faut être un tout petit peu prudent. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. La politique en faveur de l'industrie, elle peut se concentrer sur l'innovation, sur le renouvellement du tissu économique, sur les technologies les plus prometteuses. Et je pense que c'est un peu l'esprit sous-jacent, notamment à l'initiative d'il y a quelques années. René Ricol est à mes côtés, et donc je vais rendre hommage au premier commissaire général à l'investissement, puisque la philosophie, mais il me corrigera si je me trompe, c'était d'avoir un État qui soit capable d'entraîner, de favoriser, de coordonner, pas nécessairement de diriger
l'effort sur tel ou tel secteur défini a priori, mais au contraire de faciliter l'émergence de projets avec une sélection qui soit par des jurys indépendants, etc. Donc c'était une piste qui reste, à mon avis, extrêmement centrale et qui vise à dégager des synergies. Et puis on doit avoir la possibilité de faire émerger une vision, je dirais, large de cette problématique industrielle et de prendre en compte toutes ses composantes. Et je pense notamment aux services. On passe trop de temps à opposer industrie et services. En réalité, on aura une industrie puissante si on a des services qui peuvent être des moteurs pour l'industrie. La réciproque est vraie aussi. Et de ce point de vue, les comités de filière du Conseil national de l'industrie ou la création très récente par le ministre du redressement productif de la Commission nationale des services participent de cette volonté. Donc le ministre en charge de l'industrie crée une Commission nationale des services. C'est bien parce qu'il y a un lien entre ces différentes dimensions. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai envie de dire que, en réalité, on aura une industrie forte si on a une économie forte. On aura une industrie forte si on a des entreprises et des entrepreneurs qui innovent, qui investissent et qui ont confiance. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est créer les conditions pour que ce soit possible. C'est créer un écosystème qui soit favorable à l'activité des entreprises de manière générale. Ce ne pourra être que bon pour l'industrie. Et pour faire ça, on a besoin de faire trois choses, je pense. Un, créer un environnement favorable au développement des entreprises, toutes entreprises. Deux, restaurer notre compétitivité. Et trois, assurer le financement et la capacité de projection de nos entreprises. Industrielles, bien sûr, mais pas seulement. Et donc, j'avais 10 minutes. Apparemment, il m'en reste à peu près une. Et donc, je vais donner mes têtes de chapitre. Et puis, peut-être que dans le débat, on pourra en parler davantage. Mais l'environnement favorable, c'est quoi? Pour moi, c'est l'ouverture internationale. C'est la capacité d'accueillir l'innovation, les capitaux, les partenariats chez nos partenaires internationaux. C'est la stabilité de la norme, c'est la simplification de la norme, et donc c'est le choc de simplification dont on a parlé, c'est la stabilité fiscale. Oui, le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements dans ce domaine. On attendait la question de la fiscalité. Attendez. Vous n'avez pas, c'est pas fini. Le troisième élément qui me paraît extrêmement important, c'est le redressement des comptes publics. Le redressement des comptes publics, parce qu'il n'y aura pas de capacité à alléger la charge fiscale sans redressement des comptes publics. Et donc, il faut le faire dans un tempo qui soit compatible avec le soutien de la croissance, mais il faut corriger nos déficits. Sinon, nous serons condamnés à les financer par, notamment, des impôts supplémentaires. Donc, ça ne peut pas être une solution. Donc, il faut redresser nos comptes publics. Il faut un marché du travail qui soit flexible. Et il faut qu'on restaure notre compétitivité. Comment ? Il faut restaurer nos marges, nos taux de marge. Il faut réduire le coût du travail. C'est le crédit d'impôt compétitivité emploi. Je fais une parenthèse sur la modération salariale. On en parle rarement. Et je la ferme, la parenthèse. Merci. Mais si on veut baisser le coût du travail, le CICE, c'est très bien. Il faut aussi se poser la question de savoir quel est l'impact entre des salaires qui augmentent et la capacité à maintenir l'emploi. Voilà, donc je vais m'en arrêter là. Si j'avais eu plus de temps, je vous aurais parlé de tout le reste. Je vous aurais parlé du capital humain, je vous aurais parlé du soutien à l'export, et je vous aurais parlé aussi du rôle de l'Europe dans ce débat, et du fait qu'on a besoin, avec l'Europe, de plaider pour un environnement qui permettra de défendre nos intérêts dans un climat offensif, de réciprocité et de respect des autres. Merci. Merci Ramon Fernandez. Que peut faire l'État? On va rester finalement un peu dans cette question avec l'intervenant suivant, Carlos Espinosa. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, haut commissaire pour le gouvernement espagnol pour promouvoir la marque Espagne. Que peut faire l'État? Notre grand voisin, l'Espagne, est en difficulté, cherche aussi à se réindustrialiser. Votre exemple nous intéresse. C'est à vous. Je vais essayer de parler en français, alors je vous demande votre compréhension. Si dans quelques moments je n'arrive pas, je change en anglais. Tout d'abord, je voudrais vous donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la situation de l'industrie en Europe n'est pas tellement pénible.
Quand on parle de ces statistiques, on constate le poids de l'industrie dans le PIB. On voit un déclin presque permanent. Mais je pense qu'une raison pour ça, c'est qu'on continue à faire les statistiques avec le concept traditionnel d'agriculture, industrie et services. Et maintenant, cette distinction entre l'industrie et les services est devenue beaucoup plus difficile qu'avant. Et beaucoup de choses qui sont classées sous le chapitre des services sont vraiment des chapitres qui appartiennent à l'industrie. Alors la situation n'est pas tellement mauvaise. Si nous tenons compte que les États-Unis de l'Amérique, c'est un pays fondamentalement industriel, nous pourrions être surpris du poids qu'a l'emploi dans l'économie américaine. L'emploi industriel, ce n'est que 10% du total emploi aux États-Unis. Et puis, une étude faite par le Business Roundtable a montré que de ces 10% de l'emploi qui est dédié à l'industrie, presque 5, alors la moitié, est dédié à des fonctions qui ne seront pas constatées comme des activités industrielles, comme ce sont les designs, le financement, la logistique, la commercialisation, des choses qu'en Europe, très souvent, sont placées sur le domaine service. Alors la situation, c'est une situation de déclin, mais pas tellement dramatique. Qu'est-ce que nous avons en Espagne? En Espagne, nous avons un pays qui est un peu en retard vers l'Europe et qui a essayé depuis quelques années de rattraper cette distance. Nous sommes passés de moments où l'État avait un rôle très important. On a essayé d'imiter un peu la planification française des années 60 et puis les modèles japonais du MITI. Du MITI qui donnait des indications très claires où est-ce que les industriels et les grands groupes japonais devaient investir. Alors on a travaillé pendant quelques années dans cette direction d'une planification orientative du côté de l'État. Puis on est entré dans une situation où un ministre de l'Industrie a dit « la meilleure politique industrielle, c'est celle qui n'existe pas ». Et maintenant, nous sommes un peu à moitié entre la politique voyant l'État hands-on ou hands-off. Nous sommes un peu à moitié. Nous avons un gouvernement qui pense que la politique industrielle, c'est un des piliers de la marque Espagne, de l'image de l'Espagne, de l'image de la Nouvelle-Espagne. Sans industrie, nous ne serons pas capables de faire la compétition au niveau international et nous avons besoin de capital de l'extérieur et nous faisons tout ce que nous pouvons pour attirer les capitaux étrangers en Espagne. Les bonnes nouvelles pour l'Espagne, c'est que l'année dernière, l'Espagne a été le pays qui a attiré le plus grand investissement industriel de l'Europe, même que nous avons des problèmes sérieux qu'on connaît, des problèmes de manque, des gros équilibres et qu'on est en train de trouver des solutions. Les gens sont attirés pour investir en Espagne. Quelles sont les raisons ou c'est à cause de quoi qui s'est passé ça? On avait entendu avant, M. Goss parler des investissements tant de Renault comme de Nissan en Espagne. Et ce n'est pas seulement, c'est le plus important, mais ce n'est pas seulement au secteur auto où nous avons reçu, c'est déjà 2 minutes? Déjà 2 minutes. Comme oui. je ne comprends pas bien le français, je pense que j'ai dépensé 2 minutes. Pas qu'il me reste 2 minutes. Non, mais en réalité, ce que je veux dire, que ce sont les secteurs automobiles, les secteurs pharma, les secteurs agribusiness qui ont fait de grands investissements en Espagne. Quels sont les piliers sur lesquels nous essayons d'attirer les investissements? Les plus importants et les plus grands, je dirais que c'est la flexibilité. Nous essayons de nous montrer comme un pays flexible qui s'adapte assez, avec des difficultés comme tout le monde, mais assez plus rapidement que les autres à des situations nouvelles. Ça veut dire qu'on a fait des réformes qui commencent à produire leurs fruits. La plus grande, c'est la réforme sociale, la réforme du marché du travail, mais aussi la réforme
d'appui aux entrepreneurs, où il y a eu bêtement des mesures pour appuyer les gens investisseurs dans le domaine de la nouvelle technologie, des nouvelles new business. Et puis, on a aussi la conscience qu'il faut faire des choses dans le domaine fiscal. J'ai entendu beaucoup de bruit quand on a parlé ici de la question fiscale, mais vraiment, si on veut attirer les investissements des autres et attirer les investissements de propres nationaux espagnols dans ces cas, il faut avoir un cadre, ce qu'on appelle l'environnement, un cadre amicable. Et la tendance à solutionner le problème des manques, des équilibres macroéconomiques en montant les impôts, à notre avis, c'est une très mauvaise solution. Et je m'arrête ici puisque je peux... Merci. On a vu la France, on a parlé de l'Espagne, on va élargir peut-être notre champ, notre horizon avec Thierry de Montbrial, directeur général de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Est-ce que la culture nationale joue un rôle finalement dans la réindustrialisation? Je vous pose la question, c'est à vous. Oui. Il me reste encore du temps? Alors, 2 minutes. D'abord, la première remarque que je voudrais partir concerne la mondialisation dans son ensemble. Je crois que nous avons vécu largement sous une idéologie de la mondialisation qui conduit à penser que les États n'existent plus, que le monde n'est fait que d'une collection d'individus dépourvus d'identité et que les entreprises en particulier sont quelque part flottantes en dehors de tout État et culture nationale. Je crois qu'il faut revenir sur cette conception. La mondialisation va probablement continuer. Je dis probablement, il y a des freins très très sérieux qui sont en œuvre, mais les États continuent de jouer des rôles majeurs. Et les États, les plus grands des États, accompagnent d'une manière parfaitement explicite et dans toutes les dimensions, et souvent d'ailleurs d'une manière implicite, leurs entreprises, à commencer par les États-Unis ou la Chine. Ils le font d'ailleurs de toutes les manières possibles. On a beaucoup parlé de l'espionnage industriel ces derniers temps, on a beaucoup parlé des grandes oreilles, de Prism, de la NSA, et on a souligné à juste titre que les préoccupations économiques sont centrales dans cette affaire. Deuxième remarque, oui, en effet, les entreprises ont une identité nationale, même quand elles sont parfaitement internationales. J'ai été pendant 15 ans membre du Conseil international d'IBM Europe. Je n'ai jamais eu le moindre doute sur le fait que IBM est une entreprise américaine, bien entendu. Et je n'ai aucun doute sur le fait que Lafarge, qui est une grande entreprise internationale, est une entreprise française. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, de ne pas être international. Bien sûr, ce sont des entreprises internationales, mais c'est une question de culture, c'est une question de réseau, et c'est aussi, d'ailleurs, il faut dire que la marque nationale peut, dans certains cas, être un avantage, même dans le cas de la France. Par exemple, Christophe de Margerie aime à dire que Total est une major française. Et le fait que Total soit français et non pas américain est en l'occurrence un avantage pour différentes raisons qu'il explique mieux que moi. Troisième remarque qui a déjà été faite, mais je la reformule à ma manière. Et quand on pose cette question, il y a effectivement un problème de définition parce qu'on ne dit pas très exactement ce qu'on entend par industrie, puisque aujourd'hui tout est industrie. On parle de l'industrie financière, par exemple. Tout le monde parle de l'industrie financière. Autrefois, les finances étaient plutôt classées dans les services. Les gens qui s'occupent d'informatique considèrent, quand ils parlent de technologie informatique, le mot technologie, très souvent, se réfère en fait au logiciel, par exemple, c'est-à-dire à des domaines qui, naguère encore, étaient considérés comme de l'ordre plutôt des services, beaucoup plus proches en tout cas des services. Donc en effet, il faut absolument clarifier ce point. Et ceci me conduit à quelques remarques avec lesquelles j'enchaîne.
D'abord, je pense que les pays, chaque État, à commencer par la France, doivent essayer de capitaliser sur leurs avantages comparatifs. Par exemple, la France a hérité d'industries d'armement. Or, nous devrions savoir que dans l'histoire économique, les armements ont souvent joué un rôle moteur dans les progrès technologiques. Et je pense les progrès technologiques aussi bien au sens hard qu'au sens soft. Faut-il rappeler, par exemple, que l'Internet est né de besoins militaires? Faut-il rappeler que l'immense salve d'innovation qui est venue, combien de temps me reste-t-il? 2 minutes et demie. Et l'immense salve d'innovation qui est venue de la fameuse initiative de défense stratégique du président Reagan et ainsi de suite. Et nous devrions, je crois, veiller davantage à nos industries d'armement dans cet esprit. Je pense également que les pays anciennement industrialisés sont mieux à même d'exploiter certaines complémentarités naturelles qui peuvent exister justement entre l'industrie et les services. Par exemple, je crois avoir compris qu'une entreprise comme Lafarge, je m'excuse de parler pour Lafarge, veille énormément à la qualité de ses relations avec ses clients dans les pays émergents, et là nous sommes quasiment au niveau du service associé à la production industrielle proprement dite. Et ça peut être un avantage comparatif aussi pour les pays anciens. Dans le même esprit, je dirais que les pays anciennement industrialisés peuvent avoir un avantage comparatif s'ils le cultivent en matière de responsabilité sociale de l'entreprise, parce qu'il y a aussi une tradition des possibilités de développement également à l'étranger. Une entreprise qui se fait accepter dans les pays où elle opère a beaucoup plus de chances d'avoir des résultats positifs. Et d'une manière générale, je dirais que les entreprises de pays anciens, comme la France, peuvent être aussi bien placées pour maximiser leurs avantages comparatifs en matière de management. Et je suis personnellement très frappé pour ce que je vois des entreprises émergentes dans beaucoup de pays qu'on qualifie de ce terme, qu'il y a des problèmes aussi de management, même s'ils ont été dans des bonnes écoles, dans des bonnes institutions, car peut-être il manque, il y a une culture insuffisante, ce qui nous ramène d'ailleurs à mes remarques initiales aussi sur la culture. Je conclurai donc en réinsistant lourdement sur le point d'où je suis parti. Il ne faut pas avoir de complexe dans le monde actuel. La mondialisation n'est pas incompatible avec le soutien des États, au contraire. Mais, comme l'a dit Ramon Fernandez, il faut que ce soutien s'exprime de manière adaptée au XXIe siècle. Nous ne sommes plus, en effet, à l'ère Pompidou. Merci. Merci Thierry de Montbrial. On retient donc l'identité nationale apparemment qui perdure donc pour les grandes entreprises même quand elles se développent à l'international, ce qui fait une transition parfaite et vous l'avez faite avant moi avec Bruno Lafont, le PDG de Lafarge, donc patron d'une entreprise internationale française. C'est la bonne définition. C'est à vous pour 6 minutes. Et industrielle. Et industrielle, tombe bien. C'est à vous. Et industrielle. Voilà, expérience dans 65 pays, dont 50 pays émergents qui m'ont amené à faire quelques réflexions et quelques remarques. Alors, pour commencer, je crois que tout le monde sait qu'il faut réindustrialiser, et je crois que tout le monde commence à le comprendre. Tout le monde connaît les conditions qui précéderont le redémarrage de l'industrialisation. C'est la compétitivité, c'est des talents, et c'est aussi le désir et le goût d'entreprendre. S'il n'y a pas les trois, à mon avis, il n'y aura pas... Alors, je ne détaillerai pas la compétitivité, elle a déjà été extrêmement bien présentée, même si on peut toujours en rajouter, et je donnerai une idée tout à l'heure. Je pense qu'il faudra du temps pour réindustrialiser la France. Je pense que la France a un potentiel considérable, mais que la compétition est très dure, qu'elle est beaucoup plus dure qu'avant, et que la France n'est pas encore totalement engagée sur toutes les conditions que j'ai définies pour redémarrer l'industrialisation. Et je pense notamment qu'il n'y a pas un consensus suffisant et suffisamment clair sur 3 impératifs qui sont des conditions de base pour que les choses redémarrent. Et le premier impératif, c'est la nécessité d'encourager par tous les moyens, en France, la réussite, le profit et l'industrie. Et ça doit être présenté comme ça, parce que sans cela, à mon avis, on se raconte des histoires. La deuxième, c'est de privilégier la liberté à la régulation.
Et ça, c'est dans la logique, effectivement, du choc de simplification, pour autant qu'il se passe et qu'il se passe vite. La troisième, c'est la nécessité d'accepter la contrainte de l'extérieur comme une opportunité et pour y faire face beaucoup mieux. Je crois que, en réalité, tout ceci consiste à réduire les freins et les contraintes à l'investissement et à la création d'emplois, qui fait effectivement défaut en France, parce qu'entre l'industrie et l'emploi, on en a assez peu parlé. On a parlé d'industrie d'export, on a parlé d'industrie de services, mais l'industrie, c'est l'emploi. Et c'est le démarrage de tout emploi. Je crois qu'il faut que la France et l'Europe deviennent des territoires plus accueillants pour l'industrie, plus accueillants pour l'investissement et plus accueillants pour les entrepreneurs. Alors après, ça me dit deux choses. Qu'est-ce qu'il faut faire à court terme et à long terme, puisque le thème de ces journées, c'est le temps. À court terme, je dirais qu'il faut que dans chaque décision prise par les gouvernements, notamment en Europe, mais aussi en France, je crois qu'il faudrait mesurer les impacts sur l'investissement, sur la confiance, sur l'emploi et sur l'industrie. Et si à chaque fois qu'on prenait une décision, on mesurerait ces impacts, je crois qu'on aurait un effet immédiat sur un certain nombre de décisions et qui serait favorable pour l'industrie. La deuxième, c'est je crois qu'il faut être très attentif en ce moment aux jeunes et particulièrement à ceux qui entreprennent parfois dans des conditions héroïques. Effectivement, nous sommes dans un temps difficile et je crois que si on arrive à faire réussir les jeunes dans les conditions actuelles, on est capable de créer des talents qui seront extrêmement forts pour la suite. Et la troisième chose, c'est que malgré la compétition, je crois qu'il est très important de capitaliser sur les liens avec l'Europe, les liens avec nos voisins, les liens avec ce grand marché qui est le grand marché européen. Et puis, bien sûr, il faut capitaliser sur la confiance qu'on doit retrouver, y compris politiquement, sur le destin et la pérennité de l'Europe. Et alors, évidemment, dans ce contexte, je crois que le lien franco-allemand est particulièrement important. Pour le plus long terme, je crois qu'il faut commencer tout de suite. Et j'investirai, moi, sur trois grandes priorités qui auront des conséquences positives sur l'industrie. La première, c'est une vision pour la jeunesse, en commençant par l'éducation, qui permettent de créer un vrai lien entre la jeunesse, l'entreprise et l'emploi. Et je pense que là-dessus, la France, tous les indicateurs sont dans le sens négatif, et nous, entreprises, on le voit, on le sent, et nous, parents aussi, on le voit, on le sent. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut une vision sur l'énergie qui permette d'assurer un vrai avantage stratégique sur l'Europe. C'est complètement critique pour l'industrie, et nous n'en parlons pas suffisamment, et ça n'est pas suffisamment indiqué comme un vrai levier de la compétitivité et la stratégie énergétique. Les États-Unis en ont une qui est extrêmement claire, l'Europe doit en avoir une aussi claire. Et il n'y a pas de fatalité quand on se met au travail. Et la dernière priorité pour moi, c'est la priorité pour l'Europe, pour une meilleure gouvernance de l'Europe, pour des priorités plus claires de l'Europe qui vaillent plus dans le sens de la croissance et de l'emploi que ça a été le cas par le passé. Et bien entendu, si ça va plus dans le sens de la croissance et de l'emploi, ça ira plus dans le sens de l'industrie. Pour conclure, l'industrie, c'est un temps long. C'est un temps long qui permet de maximiser la valeur ajoutée et bien sûr l'emploi. Alors, on peut viser des approches traditionnelles pour traiter le problème de l'industrie. Je pense que ma réponse, en fait, est une réponse de celui qui regarde le monde et qui regarde la compétition et qui regarde aussi comment les autres pays font. Je crois que le plus important, c'est que, bien sûr, notre État ait une stratégie. Il faut que notre État ait une stratégie. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il ait un plan comme autrefois, mais il faut qu'il ait une stratégie. La bonne nouvelle, c'est que la France a des infrastructures de premier plan. Elle est classée dans les 5 premiers mondiaux sur le plan des infrastructures. Donc elle a peu d'argent à investir sur ces infrastructures. Qu'elle se concentre sur autre chose et qu'elle se concentre notamment à former et à aider l'émergence de vrais entrepreneurs. Et je crois qu'une fois les plans faits, et même avant que les plans soient faits, la planification, ça a toujours été un génie français. L'exécution, en revanche, eh bien, à part les Allemands ont souvent montré que dans l'exécution, ils étaient meilleurs que les Français. Et je crois qu'il faut que nous progressions dans l'exécution. Et pour ça, il faut que tout le monde soit engagé, mobilisé et confiant. Et je crois qu'il y a toujours quelque chose à faire pour réussir. Et ça, je le vois sur tous les pays émergents qui réussissent. La qualité de la coopération entre les gouvernements et les entreprises est une clé de la réussite et de la réindustrialisation.
Didier Lombard, c'est à vous. Vous êtes le président du conseil de surveillance d'ST Microelectronics. Vous avez dirigé France Télécom Orange. Est-ce que vous reprenez à votre compte finalement les 3 E développés par Bruno Lafont, éducation, énergie, Europe? C'est à vous. Cédez vraiment le micro. Oui, pratiquement. Oui, je pense qu'on peut parler en continuité. Effectivement, ici même l'année dernière, j'avais expliqué que l'énergie était basique y compris pour moi qui normalement suis là pour représenter plutôt les télécoms, les technologies, les composants et les choses du genre. Si on n'a pas d'énergie propre, pas chère, etc., c'est pas la peine de continuer la partie. Donc je suis à fond avec ce qu'a dit Bruno Lafont, y compris sur éducation, formation de notre jeunesse au vaste monde tel qu'il est et pas tel qu'on le rêve, nous, ceux de la génération d'avant. Alors, juste sur les statistiques de déclin qu'a rappelé Christian Saint-Etienne, juste pour parler du secteur que je connais mieux, le secteur de l'économie numérique, en fait, il y a des chiffres qui sont impressionnants et qui interpellent. C'est que, par exemple, sur la partie équipement, c'est-à-dire tous les réseaux, toutes les boîtes, tous les objets qu'on met à droite ou à gauche pour faire de l'économie numérique, en fait, l'Europe fournit moins de 50% de ce qu'elle achète. Et ce chiffre a baissé encore de 5% très récemment, ce qui fait qu'on s'aperçoit qu'on est dans un système où on achète à l'extérieur des objets dont on se sert tous les jours et qui sont, en quelque sorte, dont on est les principaux clients. C'est vraiment très paradoxal. Sur la partie logicielle, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour d'Internet et des services qui sont mis dessus, il y a quelques phrases pudiques pour expliquer que même si on a des start-up merveilleuses dont on fait la publicité de temps en temps, en fait, en volume d'affaires, c'est très très faible. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le coup. Ça veut donc dire que la valeur de l'économie numérique nous échappe pour une large part. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais parler de ce secteur-là, puisque c'est celui que je connais. On est dans un système où je vais avoir un problème de vocabulaire avec Christian Saint-Etienne, parce qu'il parle de révolution industrielle avec des étapes. Bon, en gros, il y a 2-3 ans, on a vu arriver une espèce de révolution qui est la numérisation de l'économie, qui a touché tous les secteurs, y compris des gens qui s'y attendaient pas. Bon. Et il est en train de s'en préparer une deuxième additionnelle, qui est le règne de ce qu'on appelle, alors il va falloir trouver un nom plus euphonique en français, qu'on appelle le big data, c'est-à-dire que les volumes de données échangés d'un seul coup ont complètement changé d'ordre de grandeur. Au lieu d'échanger des mégabits, on échange des gigas, on est dans les terabits, on stocke, on met des capteurs partout, on processe ces données pour vous aider à enregistrer votre santé, savoir où vous êtes, ce que vous devez acheter, comment vous l'achetez, etc. Ça change complètement la façon dont l'économie numérique va se développer. C'est un nouveau changement de vitesse. Et là-dedans, on a 2 préoccupations. D'abord, il faut que les réseaux soient à niveau. Et là, il y a de l'investissement à faire. On n'est pas aussi avancé que ce que les États-Unis ont fait, par une décision du régulateur, qui là-bas favorise l'économie au lieu de la freiner. Donc, c'est une petite pierre dans le jardin de mes amis. Donc, on a un petit boulot à faire. Parenthèse, la Grande-Bretagne, dans quelques semaines, va être au niveau des États-Unis sur le 4G, ce que nous ne sommes pas ici. Et ça va quand même poser un petit problème aussi. Mais il y a l'autre aspect extrêmement important, c'est toute la partie logicielle. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'était pas au niveau. Si on fait des investissements et que derrière on ne capture pas la valeur, on est ridicule. Il faut industrialiser cette chose-là. Et là, on part au contraire de l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire on part des petites entreprises qu'il va falloir aider à grossir. Il y a des tas de jeunes gens qui sont très prolifiques, qui font de la valeur. Généralement, ils se coincent au moment où il faut commencer à croître, et c'est là où il faut modifier les règles et les aider. Et il faut faciliter les choses pour qu'on fasse naître des grands de l'Internet chez nous. Et ça devient non plus quelque chose d'épisodique pour faire décoratif dans les journaux, c'est essentiel pour qu'on capture la valeur ajoutée de l'économie numérique. Et c'est ce qui nous attend là. Alors pour ça, il faut évidemment qu'on change les règles, et pour ça je reviens à la proposition qu'a fait Eric Orsena dans la première réunion. Si vous vous souvenez, il a dit qu'il faudrait que tous les élus passent 1 an en Europe avant d'exercer leur mandat pour qu'ils comprennent un peu mieux quels sont les enjeux.
Et je pense qu'il a été modeste, parce que je pense qu'il faudrait qu'il aille un peu plus loin que l'Europe, un peu partout autour de la planète. Et puis je ne vois pas pourquoi on n'appliquerait pas ça aux membres de la Commission européenne et à leur fonction publique qui est derrière, qui quelquefois prennent des décisions sans savoir trop ce qui est impacté derrière ça. Donc voilà, moi je ne suis pas si pessimiste que ça. Je pense que ce virage-là, on est capable de le réussir. Il faut s'y mettre maintenant. Et il faut quand même bien comprendre que toute la valeur, elle est dans ce que je viens de décrire, et qu'elle est à la fois dans nos grands groupes qui sont capables de faire les infrastructures, de faire les composants, puisqu'au passage je m'occupe de ça, donc c'est assez fondamental, et dans les startups qu'il faut aider à grossir. Et surtout, n'opposez pas, comme c'est fait partout à droite ou à gauche, les grands groupes et les petits, ils sont là pour s'entraider, c'est un seul et unique tissu industriel, et ça c'est fondamental. Voilà. Je suis 30 secondes avant. Bon. Merci. Merci Didier Lombard. On passe à Yves Perrier. Là, on va parler argent, finalement. Yves Perrier, vous êtes directeur général d'Amundis, la gestion d'actifs. Vous présidez aussi le Collège des investisseurs institutionnels de Paris Europlace. Avec vous, on va vous demander comment on peut finalement financer l'économie et financer les entreprises. C'est à vous, Yves Perrier. En préalable, deux observations. Il y a quelques années, on se posait la question, en effet, est-ce que finalement on a besoin d'industrie ou de services? Je pense qu'une des réponses, c'est qu'il y a deux types de services, les services à la personne, les services à l'industrie. S'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de service à l'industrie. Et s'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas suffisamment de valeur ajoutée pour pouvoir générer des services à la personne. Deuxième remarque liminaire, c'est qu'au fond, ce qui s'est passé dans le secteur industriel n'est pas tant spécifique à l'industrie que une façon exacerbée de voir ce qui s'est passé dans l'économie française. Puisqu'il faut avoir en tête que l'industrie exporte à peu près 50% de sa valeur ajoutée, alors que les services exportent 80%. Pris autrement, l'industrie est rentrée dans la mondialisation telle qu'elle s'est développée ces 15 dernières années, alors que beaucoup de services ne sont pas rentrés. Et l'effondrement, parce que je crois qu'on peut employer le terme de l'industrie, qui s'est traduit en déficit de la balance commerciale, c'est au fond le symptôme des difficultés françaises qui sont de deux ordres. La compétitivité, mais je ne vais pas la développer longuement, notamment la compétitivité coût. Mais deuxièmement, un autre aspect qui est le problème du financement de l'économie et de l'allocation de l'épargne. Au fond, Bruno Lafont disait il faut qu'il y ait des entreprises, il faut qu'il y ait des entrepreneurs. C'est en effet la première condition. Il faut que ces entrepreneurs se situent dans le long terme et veulent prendre du risque. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu'il y ait des investisseurs qui les rassurent en termes de risque et qui se situent dans le long terme. Et je voudrais du coup développer un peu la problématique qu'on a de notre point de vue en France. La France est un pays riche, 12 000 milliards d'épargne, c'est-à-dire à peu près 6 fois la dette publique, et des flux d'épargne annuels, un taux d'épargne de 15%, ce qui nous place au plus haut niveau mondial. Mais cette épargne est largement stérilisée, puisque plus des deux tiers de cette épargne sont investis dans l'immobilier, à peu près 14 ou 15% dans l'assurance vie, notre produit préféré, qui elle-même investit largement dans la dette. Et dans le stock total d'épargne, les actions représentent, qu'elles soient cotées ou non cotées, de l'ordre de 5 à 6%. C'est-à-dire que quand on définit souvent la stratégie de l'entreprise en disant où vous prenez l'argent, où vous la mettez, en France, on a décidé de mettre l'argent sur deux secteurs essentiels. Un, l'immobilier, deux, la dette publique. La dette publique traduisant en fait notre préférence pour la consommation et le non-règlement des déficits. Donc de la même façon que le pays a besoin d'un choc de compétitivité sur la question des coûts, il a besoin aussi d'un choc de compétitivité sur l'investissement et l'innovation. Et pour ça, il faudrait parvenir à une réallocation majeure de l'épargne. C'est un point clé, parce qu'on disait il faut du temps, il faut le long, mais il faut donc de l'épargne à long terme. Alors, quelles sont les questions clés?
La première question, c'est bien entendu celle de la fiscalité. La particularité de l'épargne française, au fond, c'est que plus un produit est court, sans risque, et moins il est taxé. L'exemple type étant le livret A. Et donc il nous faudrait, et on pourrait l'imaginer à hiérarchie, à volume de prélèvement fiscal à peu près identique, modifier de manière substantielle la hiérarchie du prélèvement fiscal en fonction du type d'épargne et de sa destination. Le deuxième point, et ça peut paraître un peu contre-intuitif, et ça serait critiqué probablement par d'autres intervenants, je pense que notre politique d'immobilier, le mythe de la France des propriétaires, qui était le mythe encore ces dernières années, en fait, nous emmène dans une impasse. Il a été largement alimenté par un crédit facile, de plus en plus long. Il a lui-même alimenté une bulle immobilière qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages, et il stérilise une grande part de l'épargne. Et l'Espagne, qui à un moment donné a de manière exacerbée fait ce pari, je pense en a mesuré les dangers. Le troisième volet, il nous faut redonner le goût des Français pour l'épargne en action, pour l'épargne risquée. Mais ça implique de l'industrie financière de savoir inventer de nouveaux produits, des produits diversifiés, parce qu'on ne fera pas prendre, et c'est d'ailleurs même pas ça, les particuliers directement, de faire réinvestir dans les actions. Au-delà, et je terminerai sur ce point pour tomber sur un exemple concret, je pense qu'on peut trouver aussi des circuits très courts. Je vais prendre un exemple qui a concerné mon entreprise. Nous avons lancé un fonds pour une industrie qui s'appelle le décolletage. Alors peut-être pas beaucoup d'entre vous connaissent cette industrie. C'est 12 000 personnes dans la vallée de l'Arve sur des entreprises qui vont de 5 à 500 personnes. C'est une industrie de sous-traitance, de l'automobile, etc. On peut se dire que c'est une industrie à faible valeur ajoutée, mais il y a 12 000 emplois industriels. Qu'est-ce qui a été fait après les difficultés de la crise 2009? Cette industrie a fait un plan de développement et nous avons créé un fonds dédié et qui investit en accompagnement des entreprises de cette région. Et nous l'avons fait avec la banque locale qui a placé une partie de cette épargne, de ces produits financiers auprès de ces particuliers, et on a levé ces fonds auprès d'investisseurs. Donc au fond, sans intervention de l'État, lorsqu'on réunit les bons acteurs, les industriels, les banquiers, les financeurs, en fait, on peut trouver les solutions. Et en conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est moins de politique étatique au sens des normes, des règlements. Plutôt, ce dont on a besoin, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs économiques et financiers sur des projets et des démarches bien identifiées. Yves Perrier, merci. Clara Guémard, c'est à vous. Vous êtes présidente de GE France, vice-présidente de GE International. Alors, quelle est la bonne politique finalement pour réindustrialiser la France? C'est à vous. Tout a été dit et qu'on ne peut pas faire une synthèse intelligente comme le fera très certainement René derrière moi. Alors, puisque je suis la blonde de service, j'ai 3 solutions. La première, c'est de vous proposer, pendant mes 6 minutes qui me sont imparties, d'applaudir mes collègues de table. Le deuxième, c'est d'expliquer à Carlos que c'est très bien qu'il aime les carambars, mais il ne faut surtout pas couper le papier, parce que sinon on ne peut pas lire la blague. Et la troisième, c'est, puisque quand on est français et qu'on est intelligent, on a un esprit critique, c'est d'être résolument optimiste et de vous offrir peut-être une vision de ce qu'est non pas, à mon avis, la 3e révolution industrielle, mais la 4e révolution industrielle, puisqu'elle est 4.0. Le premier élément de la transformation de l'industrie, c'est qu'on est passé d'une industrie de production à une industrie de la connaissance. Ça veut dire qu'on met l'important, c'est pas simplement d'avoir la meilleure technologie, mais d'avoir les produits les plus intelligents. On a parlé tout à l'heure de l'Internet des objets. Chez General Electric, on met maintenant dans nos moteurs d'avion
des éléments qui permettent aux pièces de dire elles-mêmes quand elles ont besoin d'être réparées. Ça change évidemment toute la chaîne de maintenance. Vous aurez bientôt des lave-vaisselle et des frigos qui démarreront, des lave-vaisselle qui démarreront au moment où l'électricité sera moins chère. Ce pilier des objets intelligents et du smart qu'on va mettre partout, cette économie de la connaissance, entraîne une deuxième révolution industrielle qui est celle de l'industrie collaborative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est passé d'une économie de la possession à une économie de l'usage. Je vais vous donner un exemple. Chez General Electric, on fait du matériel médical, comme vous le savez, et aujourd'hui, non seulement nous essayons de vendre les matériels de diagnostic médical les plus performants, bien sûr, nous sommes passés au service, bien sûr, nous sommes passés à la location, et maintenant, on passe au cloud computing, et ça veut dire un changement complet de business model, parce que plutôt que de vendre un PAX, une machine de data system, comme le disait... comme le disait tout à l'heure Denis, une machine qu'on vend 500 000 €, on rentre dans un business model où on vend 2 € à l'image. Vous imaginez la transformation industrielle à laquelle ça implique, et pourquoi la connexion, la rupture entre l'industrie et les services n'a plus de sens, puisque ce sont les services qui permettent de créer la performance industrielle. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir pourquoi on a gagné ces appels d'offres dans la santé. C'est parce que justement, le service Internet ne peut pas tout. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne construire ces machines, qui vienne réparer ces machines et qui comprenne comment elles fonctionnent. Et c'est là où l'emboîtage, la connexion entre Internet, les réseaux sociaux et l'Internet des objets prend toute sa valeur. La troisième transformation, c'est le fait qu'on est passé d'une économie d'abondance à une économie de la rareté. Et pas simplement parce qu'on a des difficultés budgétaires, tout simplement parce que on est passé d'1,5 milliard d'habitants au début du siècle dernier à 7 milliards, on va bientôt avoir 9 milliards, et qu'il y a un problème de capacité. Et là, l'intelligence humaine nous oblige à repenser l'industrie d'une façon différente. Et je vais vous donner juste un exemple. On parle beaucoup de la transition énergétique. La réalité, c'est que c'est intéressant de savoir si on va faire plus de nucléaire, moins de nucléaire, des énergies renouvelables. Mais la vraie révolution industrielle dans le domaine, c'est la distribution énergétique. Je vais vous prendre une image. C'est exactement l'énergie. C'est exactement comme le tuyau d'arrosage d'autrefois, où on distribuait, on arrose de l'énergie, et maintenant on va passer à des capteurs un peu partout, parce qu'on va être capable non seulement d'intégrer des sources d'énergie différentes, mais savoir très exactement, grâce à l'analyse de données, grâce au software, grâce aux systèmes intelligents qui communiquent entre eux, distribuer chaque goutte d'énergie là où elle a besoin d'être utilisée, et donc en amont, économiser de la production. Ces trois transformations de la production à l'économie de la connaissance, de la possession à l'usage, de l'abondance à la rareté, sont les moteurs de la réindustrialisation, de cette quatrième réindustrialisation. Et pour faire ça, la France, elle a des atouts. D'abord parce que, si on prend quelques exemples des technologies émergentes, vous avez l'imprimante 3D, vous avez les nanotechnologies, vous avez évidemment, j'en ai touché un mot, l'économie digitale. Toutes ces technologies, elles sont émergentes, et elles sont émergentes partout dans le monde. Donc, d'une certaine manière, nous pouvons jouer notre place dans ces technologies. La deuxième raison, c'est que pour les réussir, il faut des écosystèmes. Moi, j'étais au Bourget il y a quelques jours, c'était l'euphorie. Avec Safran, nous avons vendu plus de 29 000 CFM56. On a vendu, comme des petits pains, le successeur du CFM56 qui s'appelle le Lipix. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un écosystème qui existe en France et qui permet d'avoir des grands, des petits, des centres de recherche et de créer la dynamique qui fait qu'on devient un pôle majeur dans ce domaine. C'est vrai aussi dans la santé, c'est vrai aussi dans l'énergie. Je ne nie pas qu'on a perdu du temps,
qu'on a perdu du savoir-faire, mais ces écosystèmes existent et ils n'existent pas toujours dans le monde anglo-saxon. Et puis, le dernier point que je voudrais dire, c'est que ce qui est important, c'est de savoir se choisir les meilleurs. Moi, je n'aime pas beaucoup le débat entre les champions nationaux, la nationalité de l'entreprise. Finalement, ce qui nous intéresse, nous Français, c'est est-ce qu'on a les meilleures entreprises sur le sol français, est-ce qu'on a les meilleures intelligences, est-ce qu'on a les meilleures écoles, est-ce qu'on attire les meilleurs de la planète, parlant français ou pas, sur notre sol. Et ça veut dire qu'il y a une seule chose qui nous manque et qui est peut-être une spécificité française qu'il faudrait qu'on corrige, c'est ce qu'on a dit ce matin sur la société de défiance, c'est la confiance. Je dis souvent qu'on a eu des débats pendant longtemps entre les dépressifs, entre les optimistes et les pessimistes. Je crois plutôt qu'aujourd'hui le débat se situe entre les dépressifs et les enthousiastes. Et pour tout ça, je pense qu'il faut simplement se rappeler, celui qui est un peu notre mentor en tous, qui l'a été en tout cas pendant notre enfance, et qui, je l'espère, l'est encore pour vous, puisqu'il disait toujours qu'il fallait rester des enfants, c'est Saint-Exupéry qui dit que pour l'avenir, l'important, ce n'est pas de le prévoir, mais c'est de le permettre. René Ricol, je suis sûr que vous allez bien vous en sortir, président de Ricol Astéry et ancien commissaire général à l'investissement. C'est à vous pour conclure ce débat. Oui, et un peu. Là, ça marche, c'est formidable. Bon, bah, écoutez, vous avez déjà à peu près tout entendu, donc je n'ai pas grand-chose à répéter. Ce que je veux dire, repartant de ce qu'a dit Ramon, qui gentiment rappelé les investissements d'avenir, je suis témoin. Et c'était 2 ans de moments de bonheur. Je suis témoin qu'il y a dans ce pays des centres d'excellence en matière d'éducation, de recherche, d'entrepreneuriat exceptionnels. Nous sommes tous témoins, comme l'a dit notre ami Lafont, qu'il y a en plus d'infrastructures. Donc on a tous les éléments pour réussir. Il y a une chose que Didier n'a pas voulu dire, mais qui me disait tout à l'heure en venant, et qui me paraît très vrai, l'industrie dans le monde va bien. Le problème, c'est que la succursale France ne va pas bien. Il y a peut-être quelque chose d'ailleurs que Christian vous dira tout à l'heure, c'est que sur les révolutions industrielles précédentes, nous sommes toujours partis en retard, mais qu'on a réussi à récupérer. Dire qu'aujourd'hui nous sommes en retard, c'est rien de le dire, nous sommes totalement en retard, mais on a le potentiel. Alors quand je regarde ce qu'a dit M. Espinosa dos Monteros, il a dit quelque chose d'essentiel, il a dit, et c'est la première condition pour que ça marche, il faut aimer les entreprises. Il faut aimer les entreprises. Alors quand on aime les entreprises, pour rebondir sur ce que dit mon ami Yves Perrier, on ne met pas tout sur le livret A, on ne pousse pas toutes les Françaises et tous les Français à épargner sur la dette, on ne leur donne pas des avantages fiscaux quand ils sont dans le court terme, on leur donne d'immenses avantages fiscaux quand ils investissent dans des fonds qui investissent dans l'entreprise. Et du coup, ça donne toute sa notion à quoi doit servir la finance, parce que ce que disait Thierry de Montbrial, c'est que maintenant, même la finance, on parle d'industrie financière, il a raison, et on sait que, attention, les fous sont de retour, ce sont ceux qui pensent que quand vous mettez 2 euros plus 2 euros sur la table, vous pouvez en faire 5. Ça ne marche jamais. La finance, qui n'est pas une industrie, mais qui est un service, ne peut fonctionner et rendre service que si c'est au service de l'entreprise et de l'emploi. 3 conditions pour que ça marche clairement, en plus de celles que je viens d'indiquer, aimer l'entreprise. La deuxième, c'est que les politiques prennent le temps de l'entreprise et non pas le temps politique. Le temps politique, c'est le temps de la réélection. Allez, 5 ans en moyenne, c'est sympathique. Le temps de l'entreprise, ça a été dit par Bruno, soit un temps très long, soit un temps très long, soit un temps très court. La décision de délocaliser un comité exécutif, c'est le temps de le décider, et 6 mois après, c'est fait. Et donc, il faut que les politiques considèrent que leur temps est un mauvais temps, ils doivent s'ajuster sur le temps de l'entreprise. Quand on dit temps long, deuxième condition, quand on dit temps long, troisième condition, c'est celui de la stabilité. Évidemment qu'il faut de la stabilité. Quand on fait de l'industrie, devant l'ancien dirigeant de Lafarge, prédécesseur de notre ami Bruno, le temps, il est de 10 ans, 15 ans. Les industriels sont sur un temps très long. Alors, si on change les règles, comme on a la maladie de le faire dans ce pays, pendant un mandat électoral, et a fortiori quand il y a des alternances, évidemment, les étrangers partent. Mais les Français aussi, et c'est dramatique. Je voudrais dire à ce sujet, et je crois que c'est important, qu'il faut que les politiques arrêtent les mots et passent aux actes. Je voudrais maintenant
rajouter le dernier point, si vous voulez, qui me paraît le plus essentiel. Il faudrait décider d'un pacte républicain. Un pacte républicain, c'est quoi? C'est ce que nous avons fait avec les banques au moment de la crise financière. Quand au lieu de vouloir leur faire la peau, on a fait la médiation du crédit. Les chiffres de Pierre Moscovici, aujourd'hui, c'est 240 000 emplois sauvés. On l'a fait parce qu'au lieu de se déchirer, on a fait un pacte pour le pays. On a fait un pacte pour le pays. Le pacte républicain, il doit se faire maintenant, autour de l'entreprise. Ça veut dire faire un pacte avec les grandes entreprises, arrêter de les critiquer. Notre chance dans ce pays, c'est la taille de nos grandes entreprises, leur mondialisation, leur capacité à capter les innovations, à aider les entreprises de taille plus petite, les sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 3, de rang 4. C'est ça le pacte républicain. Le pacte républicain, c'est de ne pas accepter que des jeunes entrepreneurs soient obligés de partir à l'étranger. C'est mettre la finance à leur disposition et non pas les mettre eux à la disposition de la finance. Le pacte républicain, mesdames et messieurs, c'est de supprimer l'ISF. C'est de supprimer l'ISF. Est-ce que vous imaginez que nous sommes dans une situation de décadence absolue, dans laquelle l'outil de travail est imposé, mais les œuvres d'art, non? Ça veut dire qu'on pousse les gens à faire un business autour de l'art, mais on est fou. Et par contre, dès qu'une famille décide, un entrepreneur, de céder à ses enfants, c'est-à-dire de laisser ses enfants continuer, mais qui ne vont pas forcément diriger l'entreprise, ils peuvent être intéressés à avoir d'autres métiers, journalistes, économistes, magnifique métier aussi, médecins, instituteurs, ce que l'on veut. Eh bien, en réalité, si vous faites un petit calcul simple, on se met dans les conditions les plus favorables, à la fois sur les droits de succession et sur la taxation des dividendes pour payer à la fois les droits de succession et l'impôt sur la fortune. Et vous verrez qu'il faut en gros, pendant 30 ans, distribuer en dividendes entre 2 et 10% de la valeur réelle de l'entreprise. Prenez le CAC 40, ça n'existe pas. Et donc, évidemment, le pacte républicain, c'est avoir le courage de dire qu'il y a des impôts qui sont destructeurs. On est le dernier pays au monde. Moi, je veux bien être imposé encore plus si je gagne beaucoup d'argent. Je veux bien même payer sur mes éléments de train de vie. Mais je veux qu'on arrête de faire payer sur l'outil de travail. C'est ça le pacte républicain. Si nous le faisons, si les politiques ont le courage de le faire, alors nous récupérons, comme Christian le dira sûrement tout à l'heure, nous récupérons le temps perdu. On va passer au débat, nous avons 15 minutes exactement, comme c'est le cas pour cette édition des rencontres d'Aix. On commence avec le lauréat du concours Inventé 2020. Je ne sais pas où est Avner Abrami, il est quelque part et c'est lui qui doit poser la première question de ce débat. Je ne le vois pas, le voilà. Bonsoir. C'est à vous. Surtout pas toucher au micro. Allô, allô. À vous. Bonsoir, Avner Abrami de l'École centrale. Tout d'abord, merci pour vos très enrichissantes interventions. En ce qui concerne ma question, je dirais qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que des progrès sociaux, revendications salariales, syndicales, etc., augmentent nécessairement le coût du travail en Asie, diminuant ainsi la compétitivité de ces pays par rapport à l'Europe. Par conséquent, n'est-ce pas aussi qu'une histoire de temps pour qu'au moins une partie de l'industrie revienne naturellement vers le vieux continent, en plus des efforts fournis d'ici là? Merci. Qui veut répondre? J'imagine que la question n'est pas est-ce qu'il faut simplement attendre, mais est-ce que c'est une donnée quand même du problème? Thierry de Montbrial? Je crois que l'exemple américain est un contre-exemple évident. Les États-Unis sont probablement le pays industriel le plus mûr, le plus ancien, mais qui constamment relance les éléments de sa compétitivité. Il y a d'ailleurs un point que personne n'a mentionné jusqu'ici, et je me reproche de ne pas l'avoir fait, c'est la question de l'énergie aussi. L'une des raisons de la relance de la compétitivité américaine, c'est l'énergie à bas prix, et nous sommes entravés aussi par le principe de précaution. Je crois qu'il fallait le dire également. Je pense qu'on aura le temps d'en prendre 4 ou 5 grands maximum, je vous en prie. Artemon sur Safran, la Chine avec GE, General Electric. Donc, le Bourget, bravo. Mais revenons aux États-Unis.
En 1970, j'étais boursière. Qu'est-ce qu'il y avait à la high school, au collège, c'est-à-dire au niveau du lycée? Les étudiants lycéens, pas des start-up, pas déjà au niveau universitaire, avaient leur propre club pour faire des drones, essayer d'en construire des fusées, un club de maths, des clubs de toutes sortes sur l'invention. Donc c'est un esprit. Ils avaient des clubs pour apprendre ce qu'était l'actionnariat. En France, il faut encore aujourd'hui attendre d'avoir son bac. Et ils avaient leur propre journal. Ils n'avaient pas de cours de soutien. Ils étaient déjà dans la vie. Et donc, je propose simplement que l'espace-temps, puisque nous en parlons, ça soit aussi une étape qui commence dès le lycée et pas seulement après le bac. Merci. La politique éducative, hein, ça a été évoqué plusieurs fois. Clara Guémard. C'était pas une question, hein, c'était une proposition que vous aviez. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que l'une des caractéristiques de la France, c'est que c'est un pays de créateurs. On a beaucoup d'inventeurs. Ce qu'on ne sait pas, c'est de le transformer en innovation. Bruno Lafont l'a très bien souligné. C'est cette capacité à non seulement inventer, construire, mais à exécuter et grandir dans le temps, qui est l'une de nos plus grandes faiblesses. Mais vous avez raison, si vous prenez juste l'exemple de Mark Zuckerberg, il n'a pas terminé ses études. Je ne suis pas sûre qu'en France, on lui aurait financé quoi que ce soit s'il n'avait pas eu son diplôme. On financerait quelqu'un qui n'a pas son diplôme. Est-ce que sur la politique éducative, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Cette table, non. Moi, je voudrais juste rajouter encore un élément, c'est que ce qui me frappe, c'est que quand vous rentrez dans une école de commerce, sauf si vous choisissez la voie spécifique de l'entrepreneuriat, vous sortez d'une école de commerce et vous ne savez pas comment créer une entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait changer.